Merci madame de rester câblée Cam10 Télévision. Merci à vous qui avez choisi de faire votre télévision citoyenne, votre télévision de proximité, et cette chaîne vous accompagnera dans votre quotidien. Ce soir, nous parlerons du Cameroun naturellement, comme tous les soirs sur cette antenne. Nous parlerons de notre pays avec une question en religion pour comprendre la fermeture de l'Union des églises évangéliques du Cameroun il y a quelques jours seulement par le préfet du département du Mfundi qui estime que cette église met au devant de la scène les troubles à l'ordre public et naturellement les batailles entre les responsables des différents cultes. Pourquoi en arrive-t-on jusque-là? On en parlera au cours de cette émission ce soir. On va également évoquer la question éducative au Cameroun. On va aller dans le département de l'Océan, comprendre ces déviances, ces comportements indignes des élèves ces derniers jours. Et puis on nous annonce également que dans la région du sud-ouest du Cameroun, donc là-bas, à Kumba, un groupe de 50 élèves, le groupe a été rattrapé ce jour par les forces de défense et de sécurité parce qu'il se livrait à des activités complexes, pratiquement relativement comme celles qui se sont déroulées dans la région du Sud Cameroun à Kribi. On essaiera également de comprendre le phénomène et pourquoi ça perdure et quelles sont les raisons évidentes pourquoi les jeunes se livrent à ce type d'activité en cette période aussi délicate, non seulement une période liée à la pandémie de Covid-19. Justement, la pandémie de Covid-19 fera donc le troisième thème de cette tranche d'antenne ce soir. On va aller comprendre des batailles qui mettent à rude épreuve la décentralisation au Cameroun entre le préfet du département du Vouri et le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Et pour en parler ce soir, merci d'avoir choisi Cam10 Télévision. Nous recevons Sylvestre Niek, l'ancien maire de la commune de Makak et secrétaire général adjoint de l'Union des populations du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Serge Bonjour, bonsoir et merci pour cette invitation. Bonsoir également à vos téléspectateurs et bien entendu toutes mes excuses pour le faux pas de la dernière fois. Vous savez, lorsqu'un rendez-vous est pris, il est pris. Maintenant, quelles que soient les raisons évoquées, il reste que c'était un faux bon. Je vous demande mon excuse sincèrement auprès de vous, mais également auprès de vos collaborateurs qui vous accompagnent et bien entendu auprès de ceux qui nous ont attendus pour écouter notre pan de ce qu'on aurait pu évoquer ce soir-là. Merci bien. En tout cas, ils sont de plus en plus nombreux à nous recevoir et à nous regarder tous les soirs. Ils ont d'ailleurs constaté cette absence, on a pu justifier d'une manière comme une autre, mais le plus important, c'est d'être là aujourd'hui et d'échanger autour de cette question d'actualité. Un autre invité, il est en route. Ils seront dans ce studio de, d'abord Théophile Tatita, c'est un homme de culture, communicateur dans le secteur. On va évoquer dans le cadre de cette émission ce soir plusieurs pans et plusieurs casquettes qui l'intéressent. Et avec lui, on retrouvera un invité spécial qui nous vient du sud Kivu, du côté de la République démocratique du Congo. C'est Sa Majesté Mwami Kabaré Rougebanizi de Désiré, donc avec qui on échangera sur l'actualité au Cameroun et pourquoi pas au-delà de nos frontières pour parler de la République démocratique du Congo ce soir. Merci de nous rester fidèles. On évoque la question religieuse avec vous. Le préfet du département du Mfundi décide donc de fermer des églises, parmi lesquelles une église qui faisait beaucoup de random, l'Union des églises évangéliques du Cameroun, donc il décide de fermer pour des raisons de troubles à l'ordre public et surtout à le bicéphalisme, voilà, à la tête de cette église, ce qui n'arrange toujours pas et les fidèles et même les autorités locales. À votre avis, comment l'église d'aujourd'hui peut-elle arriver à de telles batailles? Aujourd'hui, c'est tel pasteur qui doit diriger l'église, demain c'est l'autre, et puis on divise aussi en même temps les fidèles. Est-ce que Dieu se trouve toujours dans ce type de bataille? Moi, je ne cherche pas Dieu à l'église. Parce que l'église est avant tout une organisation humaine. C'est pour ça que l'église ouvre par arrêté ou décret d'un ministre. Arrêté d'un ministre. Dieu n'a établi aucune église en réalité. L'église est dans le cœur, mais lorsque les gens s'organisent pour travailler ensemble, pour rendre grâce à Dieu, mais également pour enseigner, pour éduquer les populations, pour leur donner la morale religieuse, il est quand même question qu'on se respecte un peu. Maintenant, lorsque ça ne marche pas, il faut savoir que l'église ayant une existence réglementaire, c'est-à-dire que c'est un arrêté d'un ministère qui donne l'autorisation dans une église d'ouvrir. Il faut savoir que la loi prévoit qu'en cas de trouble à l'ordre public, il y a la suspension, mais il y a également la fermeture et tout comme la dissolution complète. Je dois reconnaître que pour une fois, l'autorité administrative est dans son rôle. Il évoque le bicéphalisme comme le rôle du président de la République. Le rôle de l'autorité n'est pas de choisir qui dirige une église. Parce que la loi dit comment on crée l'église et comment on la dirige.
lorsqu'il y a un bisifère qui vient à trouver l'ordre public, le préfet est dans son rôle, d'abord de fermer une église, de la suspendre ou même de la dissoudre. Évidemment, ce n'est pas lui qui dissout, c'est le ministre cette fois-ci. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a quelques années, nous avons suivi un ministre qui avait choisi, s'agissant d'un parti politique qui est une organisation comme une église, il avait choisi un dirigeant qu'il avait désigné. Cette fois-ci, je pense que le temps aidant, les habitudes aidant également, le préfet a compris qu'il n'a pas à choisir un dirigeant d'une église, il a à la fermer de manière que les gens aillent s'entendre. Et surtout quand il parle de troubles à l'ordre public, d'autant plus que ces églises ont un ramdam, un tapage véritable dans les quartiers. On sait également le bruit que font les fidèles lorsqu'ils décident de chanter. Quand je vois vraiment ceux qui sont dans les alentours ont du mal à retrouver la stabilité, à trouver une certaine quiétude. Le préfet étant dans ce rôle naturellement, est-ce que les églises doivent-on arriver au point de discuter sur les questions religieuses, même pas les questions profondes religieuses, mais les intérêts, parce que derrière cela, d'aucuns vous diront qu'il y a la dîme, qui est un élément essentiel. Il y a, je veux dire que ceux qui sont choisis pour diriger le culte, ils se disent qu'aussi derrière cela, il y a de grosses mannes financières et parfois c'est même motivé par le sommet de cette église. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire autrement que de laisser ces batailles s'amplifier, parce que ce n'est pas des batailles d'aujourd'hui et c'est depuis fort longtemps que ça existe. Il faut dire que la plupart des églises évangéliques ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire là où la démocratie règne, là où les fidèles choisissent, là où une assemblée choisit, il y a toujours un problème. Ce qui n'est pas le cas dans les églises canoniques où en réalité il y a une seule personne qui désigne. Le pape nomme les évêques. Les évêques affectent les prêtres. Il n'y a pas de discussion. Là-bas, il se passe malheureusement que l'église est un peu comme la société. C'est-à-dire, dès lors qu'on ne s'entend pas, chaque clan prend son camp. Et malheureusement, il arrive que l'autorité administrative soit saisie. Déjà parce qu'il y a des troubles sonores. Sur le plan environnemental, il y a des églises qui troublent vraiment le sommeil des autres. C'est vrai que l'autorité administrative a tendance à tolérer ça. Parce que vous savez, l'église à un moment donné, sert l'État. C'est-à-dire ça peut calmer les populations de manière qu'on ne se soulève pas. Aller fermer une église peut créer autre chose. Lorsque l'État en vient à fermer une église pour raison de trouble à l'ordre public, ça veut dire que c'est très sérieux. C'est-à-dire qu'on a toléré pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on sent que si on compte, parce qu'il m'a été rapporté que dans cette église-là, les gens sont arrivés à sortir des armes. Lorsque les armes sortent, je pense que l'autorité administrative doit sévir pour préserver l'ordre public. Et voir plus clair, il a même posé des conditions si jamais il faut rouvrir cette absolument. église. Mais c'est ce que dit la loi, absolument. C'est-à-dire les conditions qui ont prévalu à la fermeture doivent être levées avant la rouverture. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire, tant que vous ne désignez pas un seul dirigeant, vous ne pouvez pas continuer. Parce que l'État n'est pas là pour choisir qui vous dirige. Et moi, j'ai dit, ça doit servir de leçon. Il n'appartient pas à un administrateur civil, à une totale, de choisir qui dirige une église. Quand ça ne marche pas, on ferme et on vous dit, allez vous entendre. Et quand vous êtes entendu et que tout est rentré dans l'ordre, vous revenez, problème, puisque, mais la ouverture est conditionnée. Absolument. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut regretter que les intérêts viennent à prendre le pas sur la foi. Parce que moi, généralement, je suppose les choses de la foi. Parce que la foi est personnelle. Mais lorsque les gens en viennent en discuter de manière qu'on commence à questionner leur foi. Parce que moi, je suis chrétien catholique. Il me souvient que dans la Bible, il y avait un partage d'un enfant. Il y avait une femme qui était dans ses doigts, c'était son enfant. Une autre qui discutait le même enfant. L'histoire du roi Salomon. Absolument. La femme qui a son enfant ne peut pas accepter qu'on divise l'enfant en deux. Elle préfère le voir ailleurs pour que l'enfant vive. Mais celle qui ne peut pas... Qui n'était pas la maman légitime de l'enfant. Elle préférait qu'on divise l'enfant, quitte à ce que l'enfant n'existe. Parce qu'en divisant l'enfant, il n'y a pas d'enfant. Donc je pense que c'est une histoire de foi. À un moment donné, les gens devraient taire leurs égos. Même quand dire que bon, comme c'est une histoire de foi, allez-y pour vous que ça dure. Et participer de manière que à la prochaine fois, les gens comprennent que tel n'est pas à sa place. Mais non, lorsqu'on vient à ne pas pouvoir s'entendre pendant des années, il s'agit de problèmes qui durent des années. On commence à questionner la foi. Est-ce que c'est encore la foi? Est-ce que c'est vraiment un gourou ou des gourous qui ont leurs clients? Il faut le dire ainsi, ainsi des autres d'en parler comme ça, mais les affaires de foi devraient être plus sérieuses que ça. Plus sérieuse, en tout cas, ça nous rappelle une affaire dans la région du littoral, précisément dans la ville de Douala. Une église, toujours dans la même confession religieuse, avait été fermée par le préfet du département du Vaury, parce que dans cette église, le pasteur titulaire principal avait été affecté ailleurs. Et il avait dit qu'il ne partait pas. Il avait dit, pas seulement lui, mais ça a divisé l'église, qu'une partie de fidèles a dit clairement que nous, c'est notre pasteur et nous l'avons choisi. Celui qu'on veut mettre là, on ne le reconnaît pas. On est toujours dans l'église. Tout à fait. Et maintenant, le fait curieux dans toute cette histoire, c'est que le pasteur qui partait avait reçu un véhicule de la part des fidèles. Maintenant, l'église demandait qu'il aille
travailler ailleurs, mais en laissant le véhicule. Puisque le véhicule appartenait à la paroisse. Mais les fidèles disent non, on a offert le véhicule au pasteur. Ça a Dans les créé églises, des batailles à n'en plus finir. chez les presbytériens, on dit même qu'on a épousé un pasteur. Ça arrive très, très régulièrement. Hein. Les fidèles épousent leur pasteur et ils sont très mal à l'aise quand on les affecte. Bon, malheureusement, j'ai dit, l'œuvre d'évangélisation ne devrait pas s'accommoder des choses personnelles. C'est-à-dire que vous êtes à Yaoundé, vous évangélisez. Lorsqu'on vous êtes appelé à évangéliser ailleurs, même si les conditions ne sont pas les meilleures, il faut y aller. Si tant est que c'est une histoire d'évangélisation. Si en effet, on fait ça pour la gloire du bon Dieu. Mais malheureusement, il se passe fort aujourd'hui. Il y a des intérêts inavoués. Il y a des intérêts, non, les intérêts avoués même. Parfois, bon, les intérêts avoués. Quelqu'un vous dit que, écoutez, moi je veux pas dans les paroisses pauvres. Donc, original à vous. J'ai créé ma paroisse, j'ai construit ici, je me suis établi, il n'est pas question que je bouge. Mais j'ai dit, il faut que les gens pensent au bon Dieu. Penser au bon Dieu, c'est aussi un élément assez important, probant, dont la gestion de la question religieuse. On a fait juste une petite bifurcation pour essayer de comprendre davantage de ce phénomène qui existe dans les différentes confessions religieuses au Cameroun. Comment comprendre qu'on refuse catégoriquement d'aller là où on a été envoyé par la hiérarchie de son église, mais on s'arrête dans des considérations parfois matérielles qui ne nous honorent pas, qui n'honorent pas le fidèle, qui n'honorent pas celui qui a choisi, qui a fait un vœu de respecter la parole de Dieu et qui a décidé d'accompagner les ouailles partout. Le besoin se fera sentir, mais sauf que sur place, les besoins sur le plan matériel rattrapent ces dirigeants d'église. Finalement, est-ce que c'est Dieu qu'on prie là-bas? Est-ce qu'on prie là-bas parce qu'on a des intérêts? C'était justement la question du vendredi qui nous intéressait à cette occasion. On va rester dans les questions de mœurs, mais pour ouvrir la question de l'éducation jeune au Cameroun à travers ces images qui ont été en diffusion sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Le cas de la ville de Kribi, dans le département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Là-bas, les élèves se sont engagés ou alors se sont livrés à des activités inappropriées, interdites par l'école, sauf que derrière ces activités, il y a les autorités administratives qui ont été interpellées, d'abord de l'école, et puis les autorités sur le plan judiciaire, même la police nationale était sur le terrain pour rattraper ces enfants. Pire, les mêmes images de ces déviances ont été envoyées sur les réseaux sociaux, ce qui diminue la qualité de l'école. Il y a quelques temps, on parlait de ce même lycée de Kribi, où là-bas, dans cette localité, les élèves sont donnés à cœur joie des activités inappropriées, c'est-à-dire qui consommaient du chanvre indien entre autres et qui avaient l'air très agressif envers leurs enseignants. Ça a défrayé la chronique. La deuxième partie de ce mouvement était donc celui qui avait trait à ces déviances observées sur les réseaux sociaux. Comment comprendre cette jeunesse aujourd'hui qui se livre à de telles activités? Est-ce que c'est un phénomène nouveau ou alors simplement parce qu'ils ont l'intention, un temps soit peu, de quitter un peu l'école et de pouvoir rentrer dans la vie active à travers ce genre de choses? Chaque médaille a son revers. Vous savez que pendant longtemps, nous nous sommes battus contre la censure. La censure consistait à ne pas faire voir à une certaine catégorie de personnes des choses assez compliquées pour leur âge. C'est vrai que maintenant ça a été codifié, il peut arriver que de temps en temps, qu'on mette à moins de 10 ans, moins de 18 ans, mais généralement, c'est difficile à contrôler, c'est-à-dire que les enfants voient tout aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que le Cameroun aujourd'hui manque de modèles. Parce que nous avons détruit les modèles, on a fait la promotion des contre-modèles au détriment de véritables modèles. Vous savez qu'aujourd'hui, je suis désolé d'en parler, lorsqu'une fille part de chez elle, elle vend tout ce qu'elle avait, elle vend 1 euro, commence à construire des maisons, envoyer des voitures à ses frères ici. Personne ne se demande ce qu'elle fait. Moi, je me rappelle avant, lorsqu'on voulait épouser une fille dans une famille, on demandait beaucoup plus l'origine tribale, ce que les parents faisaient et ce que vous-même vous faisiez. Aujourd'hui, on demande ce que vous avez. C'est pas partout, mais il arrive qu'on fasse plus attention à ce que vous avez, c'est-à-dire ce qui brille. Et du coup, on ne fait plus attention au modèle. C'est la même chose à l'école. Lorsqu'on va à l'école, lorsque vous êtes dans une classe et que vous avez des élèves qui s'habillent bien, qui se parfument bien, ça devient des mots. C'est pour ça qu'à l'école, on a introduit la notion d'uniforme.
L'uniforme sert à maintenir les élèves, tout le monde apparemment, au même niveau de vie. Mais vous savez que l'uniforme n'arrive pas au niveau des chaussures, n'arrive pas au niveau de la qualité des bijoux et autres, de la qualité des lunettes. Ça donc fait que la société est déviante. Et du coup, on commence à imiter ce qui semble briller. Et comme on voit les films chaque jour, je ne veux pas citer les noms ici parce que ce n'est pas question de détruire des télévisions. Nous voyons les films tous les jours. Si vous voyez ce qui se passe dans les films, les enfants ont tendance à reproduire ce qu'ils font. Et comme ils voient tout, même ce que nous avons l'impression qu'ils ne voient pas, ils reproduisent donc les mots de la société. Ils ont déjà tout vu depuis. Ils ont tout vu et ils reproduisent. Le problème c'est pas de voir. Ils voient et ils reproduisent. C'est un peu comme lorsque vous avez un procédure magistral qui finit son cours théorique, le chef de travaux dirigés arrive pour faire des exemples, des cas concrets. Les élèves passent donc de la théorie à la pratique. Rappelez-vous qu'il y a quelques, je sais pas, il y a 1 ou 2 ans, on parlait des programmes scolaires, que dans les livres de 5e ou de COP même, on parlait des termes qui n'étaient pas appropriés à l'âge là. Le livre est sorti, je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais il est arrivé qu'on enlève quand vous avez des pages. Donc, nous sommes responsables de ce qui se reproduit, nous tous. Et chacun, je pense que c'est l'occasion d'en appeler à la conscience des uns et des autres. Que bien que la censure ait été, je peux dire, abolie, bien que nous soyons dans un régime de liberté, bien qu'on soit dans un monde, il faut dire, qui est devenu un grand village, il y a des choses qu'il faut préserver. Rassurez-vous qu'il y a, je ne veux pas des choses très graves, hein. Il y a des gens qui défendent ce que la loi camerounaise interdit. Vous savez que les rapports entre des personnes de même sexe sont condamnés au Cameroun. Mais on a laissé les gens promouvoir l'homosexualité en défendant ces gens. C'est terrible. Et sur le cas d'espèce, bon, même si on va faire une petite bifurcation à ce niveau, est-ce que l'homosexualité, par exemple, qui est réprimée au Cameroun, d'aucuns se baladent, ils crient, partout besoin se fait sentir, mais ça c'est à l'international, pour qu'on puisse dépénaliser l'homosexualité au Cameroun. Est-ce que le cas ces derniers temps, on a évoqué un temps dans ce studio, pour ce Camerounais, ce jeune-là, qui est jeté en prison pour des actes homosexuels, est-ce qu'il a une chance demain de se retrouver en liberté? Est-ce que ce n'est pas l'occasion, peut-être le point de départ d'une éventuelle bataille à nouveau pour voir comment dépénaliser? On a vu les ONG qui se sont saisies de cette affaire, on a vu Maître Alice Combe qui défend ouvertement les personnes qui se livrent à ce type d'activité. Est-ce que ça peut pas être un élément déclencheur pour aller vers certaines libertés ouvertes pour les Camerounais? Nous sommes là en plein film, nous sommes dans un jeu. Que ce soit, il n'y a pas l'homosexualité dans une culture camerounaise. On la promet nulle part. La loi camerounaise condamne l'homosexualité. Il n'est pas question au nom de la liberté de tolérer que ce que la loi condamne soit promu. Voilà le problème. Au nom des libertés qui doivent avancer, j'ai dit, il faut chercher les libertés, mais en respectant ce qui se passe déjà. La loi qui est là. La loi est faite pour régler des problèmes qui sont clairement identifiés. Est-ce que le manque de c'est un problème au Cameroun? Je dis non. Tout comme en Europe, notamment en France, la polygamie n'est pas acceptée. Ils ne vont jamais vous permettre de faire la promotion de la polygamie là-bas, même s'il y a des polygames, chacun à sa façon. Vous rappelez-vous que la loi ne tolère pas les preuves de la vie intime. C'est-à-dire que lorsque vous entendez que quelqu'un a été condamné pour l'homosexualité, ça veut dire que c'est aller au-delà. Parce qu'en réalité, si je vous accuse d'homosexualité, mes preuves seront irrecevables. Et également, on se souvient dans ce pays qu'il y a eu un journal qui a fait parler de lui de manière assez forte, en parlant du top 50. Et puis, c'était osé aussi. Bien sûr, parce qu'à l'époque, on a cité des personnalités. Il y en a qui n'ont pas accepté que leur nom se retrouve dans ce journal. Ils avaient naturellement bien vendu le journal. Oui, bien sûr. Une bonne panoplie. On a fait plusieurs tirages, particulièrement peut-être 5, 10 000, 20 000 exemplaires. Mais sauf qu'il y a des personnalités qui ne se sont pas laissées amener dans cette vague-là, ont choisi la voie de la justice pour avoir gain de cause, parce qu'il fallait apporter la preuve de ce que l'on affirmait. Le problème, ça se passe autrement, Serge Bondé. Comment se sont soldées toutes ces procédures? Il n'y a pas de suite. On a condamné des gens qui sont jamais là en prison, même pendant 5 secondes. Vous pouvez comprendre la suite. Moi, je ne suis pas là pour juger de ce que font les gens, mais j'ai dit, lorsqu'une affaire est devenue publique, nous avons chacun de nous son mot à dire. J'ai dit pour le moment, les déviances qu'on tolère aujourd'hui vont s'aggraver demain. C'est pour ça que j'ai dit, déjà en milieu scolaire, en milieu éducatif, il faut condamner tout ce qui est déviance. Il faut condamner avec la fait. Malheureusement, la loi interdit la bastonnade à l'école. C'est-à-dire, malheureusement, c'est-à-dire, vous savez, les sanctions doivent être progressives. Lorsqu'un enfant est plus...
Justement, dans le cas d'espèces de sanctions, on va prendre quelques éléments assez intéressants. C'était dans le cas de la visioconférence entre Madame le professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires au Cameroun, et quelques chefs d'établissement relativement à l'affaire de Kribi. Et donc, les différents rapports des conseils de discipline relatifs au scandale du lycée bilingue de Kribi et dans le département de l'Océan ont été rendus publics au cours de cette visioconférence. Les décisions prises, il est question pour les concernés. D'abord, elle a décidé de renvoyer tous les élèves concernés par cette vidéo-là. Tous ceux qui ont été filmés sont exclus du lycée bilingue de Kribi. Et également d'autres indicateurs clairs. Elle a demandé qu'on puisse saisir le ministère des Postes et Télécommunications pour voir dans quelle mesure supprimer les vidéos de ces élèves qui sont encore en diffusion sur les réseaux sociaux, amender les règlements intérieurs des écoles et y inscrire systématiquement des sanctions plus sévères à l'encontre des élèves parce qu'ils pourraient encore avoir, qui peuvent récidiver ou alors étant restés dans l'établissement, renforcer les effectifs des surveillants généraux, libérer les surveillants généraux des tâches pédagogiques pour plus de concentration sur la discipline. Il est aussi question d'étendre les sanctions appliquées aux acteurs, preneurs d'images et autres spectateurs qui étaient tout autour de cet élément-là. Donc on a senti les sanctions et surtout actualiser la lettre circulaire de 1993 portant sanctions punitives applicables aux élèves, tâches confiées aux délégués régionaux pour le cas du nord et de l'extrême nord du Cameroun. C'était dit clairement pour cette occasion. Donc l'occasion également a été donnée à Madame le ministre de refaire le point et surtout d'interpeller et les chefs d'établissement à être vigilants pour le cas d'espèce. Mais sauf que nous apprenons encore aujourd'hui que ce n'était plus au sein de l'établissement dans la région du sud-ouest, précisément à Kumba. Donc les élèves se sont retrouvés, pratiquement une cinquantaine d'élèves ont pris rendez-vous pour faire le film au bord d'une rivière, voilà, pour créer des stratégies à n'en plus finir, avec toujours des caméramans pour filmer, pour immortaliser la scène. Chose curieuse, alors peut-être mal leur en a pris, il y en a qui ont décidé, ou alors peut-être qui passaient par là, qui ont observé cette scène, sont allés interpeller les forces de police entre autres. Tous les 50 élèves ont été attrapés par la police nationale et ont été mis à la disposition des délégués des enseignements secondaires pour le sud-ouest et puis au patron de la police sur le plan local. Le phénomène se poursuit, mais il devient de plus en plus dangereux. C'est pour ça que les sanctions pédagogiques me semblent les plus appropriées. C'est-à-dire il faut ressourcer, parce que lorsqu'on exclut un élève d'un collège, on va certainement le recruter dans un autre. Et les mêmes habitudes ne vont faire que le transit. Mais il faut socialiser les élèves de manière à ce que les élèves comprennent ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. On éduque un enfant de deux façons. En lui inculquant une éducation purement théorique, mais également en se posant un modèle. C'est ça que la question. Il faudra que la gouvernance publique soit mise en œuvre de manière que les élèves voient ce qui est modèle. Je prends un exemple, ça va un peu gêner. Lorsque vous achetez un téléphone à votre enfant, qui dépasse votre salaire et que vous n'arrivez pas à lui dire que j'ai économisé, vous achetez 2 ou 3 fois, l'enfant sait que c'est le fruit, son téléphone vient du vol ou du détournement. Cet enfant va faire quoi demain? Vous lui servez un modèle qui est un contre-modèle. Il faut que dès maintenant, au-delà des sanctions sur lesquelles je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'on renvoie les élèves, mais lorsqu'on les renvoie, ils vont aller ailleurs demain. On a renvoyé même ceux qui filmaient. Tout à fait. Mais il faudra qu'on revoie dans les programmes ce qui peut plus facilement amener l'enfant à ne pas suivre ce contre-modèle. La deuxième chose, sanctionner de façon systématique, que ce ne soit pas parce que c'est seulement Kribi, que ce ne soit pas parce que c'est le fils d'un tel, que lorsque, le règlement intérieur, on ne veut pas réfléchir d'où vous venez, lorsque vous êtes victime, lorsque vous êtes rendu coupable d'une qu'on vous sanctionne. Ce sera quelque chose de bien, mais au fur et à mesure qu'on continue à éduquer et qu'on présente de nouveaux modèles. Le président de la République a donné, je prends un exemple, pour ceux qui n'ont pas d'emploi, l'occasion au ministère de la Jeunesse de financer un certain nombre de projets. Ça aurait pu permettre aux jeunes d'avoir leur propre... C'est-à-dire un jeune qui était avec vous hier, qui a eu un financement de 2 millions et qui a créé une PME, qui prospère, qui n'a peut-être pas un diplôme universitaire, ça devient un modèle. C'est-à-dire que dans sa communauté, on voit le gars qui était hier, qui fumait le chanvre, qui faisait ceci, qui ne faisait rien, mais qui, à l'occasion d'un programme, s'est socialisé autrement et
aujourd'hui devient un modèle. C'est ça que la question. Malheureusement, lorsqu'on fait ça, on a l'impression que les gens ne comprennent pas où est-ce qu'il faut arriver. Cet argent, je ne dis pas qu'il est détourné, je n'en ai pas les preuves, mais nous ne voyons pas les fruits de cet argent. On n'a pas d'indicateur clair qu'on dise que voici un financement, voilà là où c'est positionné, voilà ce que ça coûte. Et aussi, pour ce type d'activité, il faut véritablement mettre sur pied une campagne de vulgarisation. Absolument. Parce qu'il y en a qui bénéficient de ces projets, qui réussissent même, mais on ne fait pas la promotion de ces projets-là pour démontrer. Il faut promouvoir des modèles, il faut des sanctions des sanctions négatives, mais également des sanctions positives. Lorsqu'un élève dans un établissement scolaire a promu des valeurs qu'on peut respecter, il faudra que cette élève soit mise en vitrine. Mais rassurez-vous que dans le même lycée de Kribi, bilingue de Kribi, il y a certainement des élèves qui brillent par des bons comportements. Personne ne les connaît. On ne va promouvoir malheureusement, parce que lorsque les élèves sont sanctionnés, c'est comme un train qui arrive en retard, on en parle plus qu'un train qui arrive à l'heure. Donc il faudra qu'on sache que la position des modèles nous permet de dupliquer ce qui est bien. Mais lorsqu'on parle de... Et puis je dis, vous les journalistes, il faut éviter de parler de ça pendant longtemps, parce que l'information, c'est périme de plus. Si on maintient ça dans l'actualité pendant 10 jours, pendant un mois, les gens vont malgré ça continuer à regarder les mêmes vidéos. Maintenant, est-ce que le ministre a les moyens? Parce que vous savez que je peux avoir les vidéos à mon téléphone. Est-ce que nous avons les moyens de les supprimer dans mon téléphone? Je n'en sais rien, mais j'ai dit, il faudra qu'on sache qu'il faut promouvoir de nouveaux modèles, en commençant par nous-mêmes. Également qu'on soit des exemples. Nous devons servir de modèle à nos jeunes frères, à nos enfants, de manière que chaque génération crée sa mission, l'assume ou la trahit. Et que pensez-vous de la décision de Madame le ministre qui a proposé aux responsables des établissements de penser à la création d'une radio scolaire dans les établissements publics pour que de temps en temps qu'on sensibilise et qu'on informe qu'il y ait des haut-parleurs partout dans l'établissement. Ça peut être à la pause de midi, ça peut être au retour le soir, que les élèves puissent s'exprimer et parler, parfois même dans les studios, expliquer ce qui se passe pour que tout le monde soit au courant. Je pense que Madame le ministre ne se trompe pas beaucoup, mais sauf que là, elle prend le serpent par le milieu. Nous, quand on était au lycée et au collège, on avait les clubs. Il y avait le club anglais, le club éthique, le club... Je pense que le club UNESCO, il faut raviver ces clubs-là de manière qu'ils ne soient pas des clubs qui font la fête. Mais que ce soit vraiment des clubs, les gens adhèrent pour acquérir une certaine éthique. Que le club éthique soit le moule où les enfants viennent apprendre des bonnes habitudes. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a le club journal dans tous les collèges. Il y a le club journal. Donc c'est pas ça le problème. Le problème c'est que chaque fois qu'il y a un modèle, on ne le promeut pas. C'est lorsqu'il y a déviance qu'on en parle. Il faut commencer à promouvoir les modèles que nous avons devant nous. Et évidemment, sanctionner ceux qui ne font pas bien, de façon systématique, parce que sinon on arrive à quoi? Moi, il n'y a pas très longtemps, un élève avait poignardé un de ses camarades qui d'ailleurs, il en est mort. Il me semble que quelques jours après, le même gars était dehors parce qu'il était le fils de... On ne va pas donner le nom ici, mais ça s'est passé. Lorsqu'on veut systématiser, lorsqu'on veut qu'on monte des modèles, il faut systématiser les punitions. Qu'on ne dise pas que comme c'est le fils d'un tel, il ne sera pas sanctionné. Ou bien on va le cacher. Mais on saura toujours, puisque ses camarades vont continuer à le voir. Lorsqu'on ne sanctionne pas un vol, les autres voleurs se considèrent comme des malchanceux. On dit 99 jours pour le voleur, un jour pour le grand patron. Il faut sanctionner systématiquement tout acte déviant dans la vie scolaire. Voilà. Merci de rester avec nous sur Cam10 TV. On va prendre une légère respiration et je reviens pour la suite de ce programme ce soir.
Médiacratie sur CAM10 TV, et merci d'être parmi nous, d'échanger sur ces questions assez intéressantes. Nous parlions justement à l'instant de ces élèves dans les établissements publics. Le lycée de Kribi, le lycée bilingue de Kribi nous a intéressés pour essayer d'être assez incisif. Madame la ministre des Enseignements secondaires a décidé de chasser donc de cet établissement tous ceux des élèves qui sont concernés dans la vidéo et même ceux qui filmaient. Donc tous ont été chassés de l'établissement. C'est une mesure qui a été appréciée par les parents et forcément par les élèves, parce qu'il y en a, comme indiquait bien monsieur le maire dans ce studio, qu'il y en a qui ont de très bons comportements, qui ont des raisons pour qu'on parle d'eux sur le plan éducatif. Et malheureusement, on fait souvent la promotion de ceux qui diffusent des choses assez compliquées, complexes même, contre nature parfois, mais malheureusement, c'est aussi ça les réalités. On espère également que la rencontre tenue en visioconférence entre les chefs d'établissement et même les délégués des enseignements secondaires avec Madame la ministre, cette rencontre forcément aura d'autres fruits. Mais sauf que le cas de Kumba vient encore être compliqué, ce n'est plus au sein de l'établissement, mais c'est quelque part dans la ville que cela s'est déroulé. Maintenant, comment faire pour mettre un terme à tout cela? Au-delà de l'éducation, vous avez expliqué tout à l'heure, ramener encore les clubs éthiques, le club UNESCO, le club journal, entre autres dans les établissements, renforcer leur capacité d'intervention. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être lieu de revenir à l'éducation de manière primaire, c'est-à-dire que les parents s'imprègnent effectivement de ce que font leurs enfants à l'école, puissent au moins avoir le temps tous les soirs d'ouvrir le cahier, de voir s'il a été à l'école, est-ce qu'il a appris. Est-ce que à une époque on parlait d'un cahier de liaison entre les enseignants et les parents. Donc quand l'élève rentre à la maison, c'est avec le cahier, le parent le signe, le lendemain il le ramène pour qu'on voit quand même s'il y a un suivi. Ces méthodes ne sont plus tellement d'actualité et ça fait que parfois l'élève ne va même pas à l'école, il fait l'école buissonnaire, le parent n'est pas au courant, tout ce qui l'intéresse c'est lui donner l'argent pour aller à l'école, alors que s'il envoyait vers les jeux vidéo du quartier, s'il envoyait se livrer à de telles choses, et finalement, on a comme l'impression qu'on a du mal à redresser. C'est une responsabilité partagée, c'est bon Dieu. Vous imaginez bien que moi, je ne trouve pas un parent normal qui ne puisse pas faire attention à ce que fait son fils à l'école. Vous ne pouvez pas payer pour une chose, ne pas l'évaluer. Au-delà du fait qu'il y ait un cahier de liaison, vous devez vous rendre compte. C'est-à-dire, lorsqu'un enfant commence à tomber dans les déviances, ça se voit. Il est distrait même à la maison. Vous devez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui arrive à une certaine heure et qui repart très tôt, qui passe plus de temps dehors que dedans. Malheureusement, la jeunesse... Et si vous observez bien, il ne prend pas beaucoup le cahier. C'est-à-dire, il est devant le cahier, mais il est endormi. Il est endormi, il est distrait. Si vous faites attention, vous allez vous rendre compte. Malheureusement, il se passe que la population jeune qui est à l'école est de loin inférieure à celle qui n'est pas à l'école. Donc, il ne suffit pas d'éduquer les enfants qui vont à l'école pour faire disparaître les déviances. Il faut éduquer tout le monde. C'est pour ça que avant, il y avait beaucoup de mouvements de jeunes, même au niveau associatif des villages, où les délégués de... Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus d'agents de l'État qui s'occupent de ce domaine. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de délégué de jeunesse avant. Il y a un délégué de jeunesse dans chaque commune aujourd'hui. À quoi servent-ils? Parce que le problème, on va maintenant arriver au problème de la décentralisation. On a transféré les problèmes de jeunes aux communes, au CTD. Malheureusement, les maires ne s'y retrouvent pas encore parce que le délégué de jeunes ne se sent pas concerné par les choses de la mairie. Le délégué général vient voir le maire que pour des problèmes d'argent. Pourtant, le maire, enfin, disons-le ainsi, le conseil municipal qui est censé représenter le peuple, donc maîtriser les problèmes de population, même les jeunes, devrait prendre le problème à bras le corps de manière à proposer aux délégués de jeunes des méthodes de rééducation ou d'adaptation d'une jeunesse qu'on connaît. Parce que ce qui est vrai en Guelmedouka, en matière de jeunes, non scolarisés bien entendu, peut ne pas être vrai à Douala. Donc c'est pour ça que c'est une synergie qu'il faut mettre sur. Et pourquoi c'est toujours au niveau des jeunes justement qui sont scolarisés, c'est-à-dire dans les lycées, collèges et autres, mais les jeunes même qui n'ont jamais mis les pieds à l'école entre autres, ne sont pas trop attirés par ces activités? Peut-être c'est les activités champêtres, peut-être c'est des activités autour de l'alcool, autour des boissons entre autres, mais le genre nouveau là, avec toutes les stratégies qu'il y a, avec des positions et des gestes incroyables, c'est quand même pour cette jeunesse là. Le problème de la jeunesse scolarisés, c'est qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Il y a les parents qui s'occupent d'eux. Il y a l'État qui s'occupe d'eux en général. On a créé les écoles, on y a affecté des enseignants, on a créé des surveillants, le personnel pédagogique et autres. Il y a les parents. Donc eux, ils sont pris en charge par l'État et par les parents. La jeunesse non scolarisée, quelquefois, est délaissée. Et là, pendant qu'ils cherchent la pitance quotidienne,
Ils peuvent en fin de journée s'empiffrer d'alcool et de drogue peut-être, mais c'est des gens qui se conscientisent très vite parce qu'ils doivent chercher leur vie. Ils sont conscients du déficit éducationnel qu'ils ont et du coup commencent à chercher leur vie. Et il arrive malheureusement que ces jeunes deviennent des modèles financiers. Parce que, je vous prends un exemple, hein. Lorsque vous avez un jeune qui fait, disons un peu le pouce tous les jours, et qui s'est fixé un objectif d'ouvrir une petite boutique, qui peut économiser chaque jour 1000 francs. Par faisant son pouce, il a gagné 2000, il a mangé avec 500 ou 600 francs, il a économisé 1000 francs. Au bout d'un an, faites l'arithmétique, il peut s'offrir quelque chose qui ne soit plus le pouce. Au bout de 10 ans, ce monsieur qui n'est pas allé à l'école, du moins qui n'a pas été scolarisé tel qu'on l'aurait souhaité pour tous les parents, va se retrouver qu'il a une quincaillerie et il va épouser quelqu'un qui était à l'école. Et ce couple va devenir le modèle, parce que ça va être un modèle financier, un modèle de réussite financière. Le problème, c'est pas là-bas. Le problème, c'est qu'on se rende compte que la jeunesse scolarisée aujourd'hui, qui est prise en charge, ne l'est pas faite. Parce que rassurez-vous que lorsque les enseignants n'ont pas le respect qu'ils méritent, lorsque vous regardez les élèves aujourd'hui, quelquefois, ils sont mieux mis que leurs enseignants. Parce que l'enseignant est en même temps responsable de lui-même et de sa famille. Pendant que l'élève est pris en charge par ses parents. Il arrive que la chemise, si on enlève les uniformes dans les écoles, vous allez voir la magie. Il va arriver que peut-être que le professeur soit complexé devant l'habillement d'un élève. C'est pour ça qu'il faut maintenir l'uniforme. Maintenant, le problème des enseignants également. Les enseignants, je peux dire que ils sont dans une... Il y a d'autres, juste pour faire une petite parenthèse, dans d'autres établissements, on coupe les cheveux aux jeunes filles. C'est un problème d'uniforme. C'est-à-dire, la coiffure permet d'exercer la différence. Et comme l'école est le lieu c'est-à-dire c'est un lieu dans lequel on doit rendre les gens égaux, tout au moins à l'intérieur de l'école, pour ne pas créer de complexe. Parce que vous savez, lorsqu'un élève devient admiratif d'un autre, ce n'est pas bon. Lorsque vous avez la même tenue, vous ne vous regardez pas. Vous regardez le professeur. Maintenant, lorsque le professeur devient un peu comme un clown devant vous, vous ne le regardez plus. Donc les enseignants aujourd'hui, qui se plaignent énormément des conditions de travail, y compris salariales, je ne sais pas très bien, ne sont plus les modèles parce que lorsqu'on était au collège, on voulait ressembler à son professeur. Moi, j'ai encore le souvenir de mon professeur d'histoire, M. Ngardi Lorenz, qui avait tout le pantalon ici. Il était très bien mis. C'était un modèle pour nous. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui vont à l'école de façon, je peux dire, honteuse. Pas parce qu'ils le veulent. Qui s'habillent mal, pour être clair. Non, ils n'ont pas les moyens véritablement de s'habiller. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la décadence sociale fait que les enseignants qui sont la crème, qui sont en réalité l'élite, se considèrent pour autre chose. C'est-à-dire, ils ne voient que l'homme d'affaires, ils ne voient que le fonctionnaire de crédit, ils ne voient que celui qui a la boutique. Ils ont oublié qu'ils sont déposés du savoir. Et il n'y a rien au-dessus du savoir. Donc, c'est l'occasion pour moi d'en appeler aux enseignants pour leur dire, malgré la situation qui est assez complexe, reconnaissons-le, mais elle est pour tout le monde, il faut rassurer les élèves en leur montrant que vous êtes déposés du savoir et que sans savoir, il n'y a rien. Lorsqu'on a comme valeur de référence le savoir, je dis pas le savoir, ce n'est pas seulement à l'école. Apprendre un métier, c'est le savoir. Apprendre à gérer sa bourse, c'est le savoir. Lorsque la valeur de référence dans un pays, c'est le savoir, c'est la compétence, on devient tous des modèles. Et lorsqu'on est des modèles pour nos enfants et pour nos petits frères, ils nous suivent. Même bizarrement, aujourd'hui, la Satan a changé. Et c'est pratiquement le contraire de tout. Et lorsqu'on a également des enseignants, parfois, qui ne se respectent pas devant les élèves. Lorsque les enseignants viennent à faire la cour à leurs élèves, il faut le dire, hein. Parce que, rassurez-vous, comment l'enseignant... Ce sont des faiblesses. Non, je peux comprendre les faiblesses, mais je dis que l'enseignant qui est déposé de savoir est comme un prêtre qui doit pouvoir dominer et dépasser ses propres faiblesses. Sinon, vous n'enseignez pas. Parce que, rassurez-vous que c'est vrai que les élèves sont beaucoup plus jeunes aujourd'hui, mais on avait dans les classes de terminale des élèves de 22 ans, 24 ans, ce qui est devenu rare aujourd'hui. Imaginez, et les professeurs ont 25 ans aujourd'hui, imaginez que le professeur ait comme élève un enfant qui a son âge. Ça arrive. Parce qu'un enfant normal à la licence aujourd'hui a 21 ans, hein. Il va à l'école normale, 2 ans plus tard, il a 23 ans, 24 ans, il est enseignant, professeur de lycée. Et dans la même groupe, il peut avoir des élèves de 20 ans. Donc ça fait, il faut que les enseignants se ressaisissent. Qu'ils cessent de se prendre comme des cadets sociaux. Parce qu'ils sont l'élite. Même s'ils n'ont pas ce qu'ils méritent, ils doivent rester les dépositaires du savoir et donc des modèles dans la société. Des modèles dans la société, c'est ce qui devrait en principe transparaître dans le cadre des enseignements, et également dans la manière de dispenser les cours dans différents établissements au Cameroun. L'alerte est donnée par les pouvoirs publics. Ces derniers temps, les élèves se livrent à des activités. On a évoqué des cas patents dans la région du sud à Kribi et dans le sud-ouest du côté de Kumba encore ce jour. Une cinquantaine d'élèves rattrapés
dans une série incroyable à n'en plus finir. Et on ne sait pas où prochainement ces activités auront lieu, peut-être dans la région du littoral, peut-être dans la région du centre. Toujours est-il que les autorités en charge de l'éducation sont en alerte parce qu'on a comme l'impression que c'est une vague et lorsqu'elle quitte une zone, elle se transporte vers une autre et qu'il faut qu'il y ait des mesures, des mécanismes de surveillance pour que les jeunes restent concentrés en cette période aussi compliquée qui a trait à la Covid-19 qu'on essaye d'éviter à tous les coups et surtout penser aux questions de santé qui sont de plus en plus délicates, ces questions-là, et le gouvernement de la République s'y emploie au quotidien. On va sortir de ces thématiques relatives à ces enfants, à toutes ces déviances. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas revoir le code éthique, même au niveau des enseignants, au niveau des parents, parce que même le corps enseignant, parfois, se livre à des activités. On vous dit, vous êtes surveillant des secteurs, vérifiez les élèves, parce qu'on a lu dans la note, ou alors tout ce qui a été évoqué par le ministre des Enseignements secondaires, elle disait de décharger les surveillants de secteur des tâches pédagogiques pour qu'ils soient plus concentrés dans la surveillance des élèves. Est-ce qu'on ne peut pas prévenir ce type de phénomène? Disons qu'il faut contextualiser, personne ne peut prévoir le contexte de demain, mais il faut savoir être proactif. Ça, je peux vous rassurer-vous que lorsque vous avez une ville touristique telle que Kribi, vous pouvez dissimuler les élèves à l'école, mais si vous ne sanctionnez pas les comportements hors de l'école, ça va être un problème. En France, on vient d'adopter une loi qui dit clairement que si vous avez des rapports sexuels avec un enfant de 16 ans, même si elle est consentante, c'est un viol. Voilà une société qui protège ses enfants. Lorsque vous arrivez à Kribi le week-end, vous savez qu'il y a des gens qui appellent ça des saignantes, c'est-à-dire les enfants de 16, 18 ans, les vieux partent pour les chercher. Et l'élève qui voit des belles chaussures est tenté, les élèves filles, elles sont tentées. Mais j'ai dit qu'il faut qu'on relise notre code pénal. Parce que lorsqu'on peut identifier, aujourd'hui, lorsque vous regardez un enfant de 16 ans qui a comme copain un monsieur de 40 ans, ce n'est pas normal. Même si on me dit que c'est au nom de l'amour, ce n'est pas normal. Il faut savoir condamner ça. Que la minorité, que la majorité... Qu'ici, un excédent, c'est peut-être 5 ans, peut-être moins de 10 ans en tout cas. Je ne sais pas comment on va codifier ça, mais il faut arriver à codifier ça de manière... Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est les aînés qui entraînent généralement les enfants. Lorsque vous avez des aînés vicieux qui viennent le temps d'un week-end à Kribi, prennent les jeunes filles, les utilisent, les habitudes restent. Et du coup, vous allez trouver que c'est les filles qui entraînent les garçons dans ce genre de vice. Parce que les filles s'émancipent plus vite que les garçons. Donc, il faut contextualiser l'éducation de manière que ce qui se passe à Kribi, ville touristique, n'est pas la même chose qui va se passer dans une ville de Cameroun. Peut-être à l'ouest du Cameroun, peut-être à Bafoussam. C'est pour ça que vous allez voir que ces déviances ont des villes ciblées. Kribi est une ville suffisamment touristique. Kumba, c'est une ville marché. Parce qu'en dehors de la crise anglophone, avant qu'on c'était le marché, c'est le grand marché. Les gens arrivent du Nigeria, c'est un lieu de rencontre. Donc, il faut essayer de contextualiser le contrôle même au niveau. Et je dis, lorsqu'un problème est clairement identifié, il faut le rendre opposable à tout le monde à travers une loi. Si on se rend compte que les élèves de 16 ans, 18 ans s'émancipent très vite, mais avec des hommes d'une cinquantaine, il faut pénaliser cette histoire. Il faut arriver là. Parce que sinon, c'est un peu comme lorsqu'on parle des femmes, on ne parle pas de sa mère, on ne parle pas de sa femme. Il faudra qu'on sache que ce qu'on voit les enfants des autres faire aujourd'hui et qui nous amuse, ou bien ce que nous faisons avec les enfants des autres aujourd'hui qui certainement nous donnent du plaisir, c'est vicieux ça, nos enfants peuvent en souffrir demain. La société va reproduire les modèles qu'on va laisser développer aujourd'hui. Donc, il faut savoir arrêter ça à temps. En pas en se disant que dans tout cas, ça ne me concerne pas. Et que forcément, ça concerne les autres. Nous sortons de cette thématique-là qui intéresse les jeunes en cette période délicate, en cette période où on va aborder les fêtes de Pâques. Donc, les jeunes ont besoin davantage de se concentrer. C'est aussi une période où d'aucuns livrent leurs résultats, ou alors sont appelés à travailler, à composer davantage. C'est une façon, alors c'est un moment d'interpellation pour ces jeunes afin qu'ils puissent mieux mettre au devant leur éducation, parce que les plaisirs de la vie peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Mais votre école, quand vous l'avez bien faite, vous avez l'occasion d'être quelqu'un, de devenir quelqu'un de grand dans la vie. Donc, tenez compte pour les jeunes qui nous regardent en ce moment, que les plaisirs de la vie, tout ce à quoi vous avez souvent l'occasion de vous livrer, toutes ces activités qui n'honorent pas vos parents, qui n'honorent pas vous-même, sont des activités dangereuses. Vous allez à l'école pour l'éducation, les parties de plaisir, les parties de match en l'air, entre autres, ne sont que le reflet d'une négativité
et qui vous entraîneront dans les abîmes d'un risque et surtout qui ne pourront pas vous sauver demain quand vous avez échoué au niveau de votre école et que vous êtes renvoyé pour le cas d'espèce, même s'ils vont fréquenter ailleurs, le temps de l'adaptation, le temps des scolarités, le temps de tout payer. C'est un surcoût pour les parents. Pour les parents surtout, parce que c'est eux qui payent le prix fort. Mais il y a des parents, à un certain moment, vous disent, vous avez gaffé, vous allez couper, vous allez subir cette année-là, on verra si l'année prochaine, vous pourrez retourner à l'école. Donc, tout ça, ça fait que vous avez perdu 6 mois de cours, parce qu'ils sont suspendus, sont exclus. Vous avez perdu un an de votre vie scolaire, votre vie, voilà. Et donc de votre vie en général. Et rien n'exclut que les chefs d'établissement peuvent aller ailleurs et faire le suivi aussi là-bas, que ne les récupérez pas. Tout à fait. Et voyez aussi ceux qui viendront travailler ou alors recruter dans un établissement, mais le chef a aussi peur. Donc c'est des enfants qui ont été exclus pour déviance ailleurs, parce qu'on se souvient quand même que c'était le cas. Mais les reprendre dans son établissement, c'est aussi un gros risque. Absolument. Parce que rien ne refuse dans le sens de la contamination, comme ça va souvent très vite, et que les mêmes causes pourraient davantage produire les mêmes effets. Merci de rester sur Cam10 TV. On va parler du Covid-19 depuis le début de cette semaine. Nous avons ouvert une brèche sur les préoccupations des Camerounais et même des pouvoirs publics qui ont choisi d'accompagner ces derniers temps à la lumière de cette rencontre tripartite tenue en début de semaine entre le ministre de la Santé publique, le Dr Madaouda Malachi, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele. Tous ont évoqué des points, ont d'ailleurs interpellé les Camerounais dans le respect strict des mesures barrières, également dans le respect de tout ce qui a été indiqué par les pouvoirs publics pour lutter efficacement contre le Covid-19, et en interpellant même les forces de l'ordre à arborer les masques et que les Camerounais soient conscients, parce que le variant, cette deuxième vague de contamination du Covid-19 au Cameroun et en Afrique, véritablement fait des morts. On est à pratiquement 553 morts par là depuis le début de la pandémie, ce qui inquiète les pouvoirs publics, avec un taux d'occupation des lits qui était avant de l'ordre de 1,8%, 2% par là. On est passé à pratiquement 8%, 9% par là. C'est inquiétant pour les pouvoirs publics. Quand vous faites un tour à Orca, juste non loin du centre-ville, donc du rond-point central, vous allez voir là-bas, le taux d'occupation des lits est incroyable. Ces derniers temps, on y a fait un tour il y a quelques heures seulement. On nous a dit là-bas que les gens arrivent, et vous voyez des personnes arriver souffrant, qui ont véritablement maille. Des personnes arrivées, mais également des corbières en sortie. Des corbières aussi, donc, qui repartent de là. C'est dans cette vague, dans cette mouvance, que l'épouse du ministre Bargambois, à qui Cam10 Télévision présente toutes ses condoléances. Donc elle est décédée de ce côté-là. C'est difficile, peut-être vous ne croyez pas, mais faites-y souvent un tour. C'est-à-dire, ne restez pas dans votre milieu, cloîtré chez vous. Vous vous dites, c'est la maladie des autres. Allez au Kousк, allez vous renseigner. Et donc, pour voir comment les personnes malades arrivent, comment est-ce qu'elles souffrent de ce Covid-19 et quels sont les affres qui sont enregistrés pour ces personnes-là. Allez du côté de Orca, vous voyez bel et bien comment c'est bien dur pour que vous voyez vous-même la réalité, ne restez pas chez vous. Et là, vous serez au pas de l'information et ainsi vous respecterez les mesures barrières et vous allez au quotidien, à tout instant, mettre votre masque afin d'éviter la propagation de la pandémie dans notre pays, le Cameroun. Covid-19, c'est vrai que c'est l'actualité qui nous intéresse depuis toute cette semaine. Première question, est-ce que vous pensez que les Camerounais, progressivement, au vu des chiffres et des interpellations des pouvoirs publics, est-ce que les Camerounais prennent progressivement conscience de l'existence de la pandémie? C'est une affaire qui est très difficile. D'abord parce qu'au niveau de la communication sur les plateaux télé de radio, on a laissé des gens développer un discours selon lequel c'est un complot de l'Occident contre nous. On veut nous gâter, on veut. Les gens ont fini par croire à ça. Maintenant, nous avons notre pharmacopée traditionnelle qu'on a développée qui permet quand même de tenir, de soigner de toutes les grippes et donc celle-là également. Les deux mises ensemble, il y a le doute. Et nous avons politisé le Covid. Ça veut dire que, comme c'est le gouvernement qui parle du Covid, l'opposition a tendance à dire le contraire. Et c'est pour ça que moi je voulais dire que, quelle que soit l'origine du Covid, quel que soit par ailleurs les tenants et les aboutissants, la pandémie est réelle. La pandémie est véritablement réelle. Je ne pense pas que des gens puissent mourir. Et moi j'ai vu des gens mourir et être enterrés quelques heures plus tard. Pas de monsieur tout le monde, hein. Je ne pense pas qu'on puisse amener le complexe que la pandémie est réelle, il faut donc s'en prévoir. La façon de traiter, il y a trois façons de gérer une pandémie. Soit vous avez le remède reconnu comme tel, soit alors vous avez maîtrisé, je peux dire la résistance, vous appelez ça comme vous voulez, soit alors vous avez le vaccin. Le Cameroun pour le moment se bat bien avec les mesures barrières, comme tout le monde.
on s'est battu. Mais si vous faites un tour dans nos marchés, vous allez vous rendre compte que le masque c'est une affaire d'initié. Et c'est pour ça que moi je suis désolé qu'on continue à gérer cette pandémie avec des communiqués. Il faut imposer le port de masque à tout le monde. Évidemment, en l'imposant, il y a un versant financier. Il y a des communautés qui n'ont pas les moyens de s'acheter un masque. Mais j'ai dit, l'argent qu'on dépense... Mais quelqu'un va retorquer en disant qu'il y a les Camerounais aussi qui ont de quoi acheter des bières. Hein? Beaucoup de bière, beaucoup d'alcool. Ce discours ne m'intéresse pas. Ça, c'est un discours, je peux dire, individualiste. Moi, j'ai dit, le gouvernement dont la responsabilité de protéger le peuple camerounais doit réfléchir entre la prise en charge qui me semble plus chère lorsqu'on va à l'hôpital et la prévention à travers un masque et des gels hydroalcooliques. Je ne suis sûr que si le gel et le masque coûtent moins cher que la prise en charge. Alors, si la prise en charge est gratuite, jusqu'à l'heure actuelle, je dis ça parce que c'est le discours officiel. Puisque la prise en charge est gratuite, et ça a un coût, comment éviter? Parce qu'en réalité, lorsque les Blancs confinent, il faut le dire ainsi, ils confinent pour éviter que les gens ne se retrouvent à l'hôpital et qu'ils ne soient pleins et qu'il n'y ait pas moyen de gérer ça. Nous, on n'a même pas un système de santé performant. On n'a pas les instruments que les gens ont en Europe. Il faut donc éviter que les gens nous arrivent à l'hôpital. Et la seule façon de le faire à l'heure actuelle, c'est la prévention. C'est les mesures barrières. Je dis l'État peut faire un autre sacrifice. En rendant le port du masque obligatoire, parce que ça ne peut être l'objet soit d'un acte réglementaire, soit d'une loi. Tout ça a été fait, je veux dire qu'il y a même eu des sanctions. Il n'y a aucun... Non, je vais vous dire... On a proposé des montants de 500 francs, pas ça le problème. CFA. Il faut que ce soit légal. Il faut que ce soit légal. C'est-à-dire qu'il y ait un acte réglementaire obligeant les gens à porter le masque et disant la contrepartie, la sanction lorsque vous ne portez pas un. Le communiqué ne peut pas sanctionner les gens. Même si c'est élu par le président de la République, il faut un acte au moins réglementaire qui puisse dire voilà, le port du masque est devenu obligatoire. L'autre versant, c'est que l'État va arriver à subventionner. Nous avons quand même SICAM qui fait encore dans le textile au Cameroun. Si l'État subventionne la confection des masques, ils vont coûter relativement moins cher. Et je pense qu'on pourrait aider les classes, je peux dire les dernières classes, les autres. Parce que l'impôt social que nous payons, si moi je suis capable de acheter 10 masques, j'en porte 2. Il faudra bien que je finance les 8 autres en les offrant au moins à ma famille. Si ma famille est à l'abri du masque, la vôtre également, vous allez vous rendre compte que l'État ne va accompagner que ceux qui n'ont pas les moyens véritablement de s'acheter des masques. Parce que je ne vois pas un Camerounais normal en train de fuir la mort en buvant la bière et en se laissant contaminer par le virus. Les gens boivent la bière parce que ils ont l'impression qu'en buvant la bière, on fuit les problèmes. Malheureusement, les problèmes ne savent pas, on reconnaît tellement la bière qu'ils savent esquiver. Donc, il faut d'abord, au niveau de la communication, et vous, ici, rassurer les gens que la pandémie est réelle. Les gens ne peuvent pas mourir tous les jours et non continuer à tenir un discours clivant. Non. La pandémie est véritablement réelle. Il faut au moins se préserver. Sinon, comme tout le monde est contre la vaccination, je n'ai pas de certitude, mais quand vous entendez les gens parler, tout le monde est contre la vaccination. Le ministre a annoncé la vaccination d'ici 3 semaines, 4 semaines. Pour ne pas arriver à la vaccination que nous redoutons tant, parce qu'on ne maîtrise pas ces vaccins, il faut éviter d'être malade. Pour éviter d'être malade, c'est une logique simple. Il faut porter son masque, il faut avoir son gel. Même, moi je vois dans les supermarchés, les gens esquivent le gel. Il est gratuit. Quelqu'un arrive au supermarché, il a son masque au menton. Le gel est gratuit, donc il faut continuer. Je suis d'accord que lorsqu'on a sur le même plateau, le ministre de la Santé, c'est un problème sanitaire, la communication, c'est la sensibilisation, la police, c'est la sanction. Lorsqu'on met les trois ensemble, c'est bien. Mais je dis qu'il faut obliger les gens à porter le masque. Obligé à porter le masque. Oui. L'autre point assez intéressant de cet échange ce soir, malheureusement, nos deux invités qui nous disent qu'ils sont toujours dans les taxis au vu des embouteillages n'ont pas encore pour l'instant rallié les studios de Cam10 Télévision. Nous sommes au quartier Kounengi, c'est ici à Yaoundé, en face d'un célèbre cabaret que vous avez eu l'occasion de visiter. Lorsqu'on parle de Kounengi, vous savez là où on se trouve, et nous sommes juste en face, hein, et de là nous émettons pour les Camerounais, pour ceux qui s'intéressent à nos activités, à notre antenne. Notre service commercial naturellement reste ouvert pour toute proposition. Pourquoi pas accompagner cette émission, hein. On a souvent besoin d'eau, et il y a beaucoup d'entreprises sur place qui produisent de l'eau et même des boissons assez intéressantes. L'espace peut vous être réservé, à vous de savoir saisir l'opportunité et d'échanger. Ça ne vous coûte pas grand chose, hein. Venez vous installer, hein. Tout est free. Il y a toujours un moyen de s'entendre, hein, pour trouver des éléments d'appui
et qui constitueront à terme votre présence dans le cadre de ce programme et même ailleurs. Il y a des plages commerciales réservées pour l'occasion. Je voudrais qu'on évoque la question qui a trait à cette bataille qui semble naître dans la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays, le Cameroun. Allons dans la région du littoral, à Douala. Prenons quelques clichés. Le maire de la ville, de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Jean-Jacques Lenguem Malapa, publie un communiqué dans lequel il dit au vu des constatations sur le terrain et également les risques de contamination pour les élèves, il décide donc de suspendre pour 8 jours l'école au niveau des maternelles, voilà donc la petite enfance, afin de procéder à la désinfection et des salles de classe, et pourquoi pas même le temps d'étudier, de tester quelques enfants qui pourraient peut-être présenter les symptômes du Covid-19. Le communiqué est rendu public, prenons-le ainsi, sauf que quelques heures après, le préfet du département du Vori, Benjamin Boutou, produit un arrêté préfectoral dans lequel il estime d'ailleurs que l'auteur de la lettre qui demandait aux enfants d'être confinés pour 1 semaine n'a pas qualité et n'a pas compétence à le faire. Ça jase dans tous les sens. 2 autorités se battent. Mais sauf qu'il y a une dernière lettre qui a été rendue publique encore hier par le maire de Douala 1er qui revient sur certains entrefaits et rappelle même la loi qui a trait à la décentralisation, lui donnant l'autorisation même de pouvoir procéder de cette manière. Mais il ne dit nulle part que le préfet n'a pas le droit de revenir ou alors de prendre une note ou alors un arrêté qui suspend sa volonté à lui, monsieur le maire, de pouvoir établir. Et dans ce broglio, dans cet embrouillamie, dans ce climat difficile à comprendre pour les Camerounais, qu'est-ce qu'on devrait à notre niveau retenir? Est-ce que c'est une décentralisation à double vitesse? Est-ce que c'est une décentralisation qui n'obéit pas à certaines normes? Est-ce que l'administration centrale a encore la peau dure à pouvoir embrayer sur les décisions qui sont prises par les élus locaux? Qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord rappeler la loi. L'article 161 du Code général sur les collectivités territoriales décentralisées dit ceci. Les compétences suivantes sont transférées aux communes. Alinéa A. En matière d'éducation, la création conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires de la commune. Entre autres, c'est cet extrait qui donne le droit au maire d'agir. Mais au-delà de ça, c'est Bondé. Sur le plan du droit, le maire s'adresse à ces écoles par note de service. C'est-à-dire que le maire s'adresse au nom du transfert de compétences à lui exécuté aujourd'hui à ses collaborateurs. C'est-à-dire, puisqu'on vous a transféré la compétence sur les écoles primaires et maternelles, les dirigeants de ces écoles deviennent vos collaborateurs. Et c'est pour ça que le maire ne prend pas un arrêté. Il prend une note de service parce que s'adresse, c'est une note interne. Alors, sur le plan de je ne vois pas comment le préfet qui n'appartient pas, qui n'est pas collaborateur du maire, peut venir... D'autant plus que le maire a bien expliqué que c'est sous la coupole de la commune, ces écoles de Douala 1er. J'ai dit, non, suivez-moi très bien. Le maire a pris une note de service, ça veut dire qu'il parle à ses collaborateurs. Pour que le préfet vienne à rapporter la note de service, il faut qu'il soit la hiérarchie du maire, ce qui n'est pas le cas. Première entorse, le préfet n'est pas la hiérarchie du maire. La tutelle n'est pas la hiérarchie. Parce que le préfet agit au nom de la tutelle lorsqu'il est saisi pour visa. C'est-à-dire, si le maire avait pris un arrêté municipal voulant fermer les écoles pendant 1 semaine et avait reçu le visa du préfet, le préfet aurait pu, dans le même cas de la loi, ne pas viser et motiver son rejet. Mais le préfet le maire a pris une note de service, il parle à ses collaborateurs. Il n'est pas possible pour le préfet de rapporter à nous le service du maire. Au-delà de ça, à supposer même que le maire ait eu tort, le maire rappelle quand même le contexte. Le contexte est grave parce que je rappelle que le ministre lui-même finalement donne raison au maire en disant qu'on va tester toutes les écoles et on va les fermer pendant que le test. On va les fermer, vous ne pouvez pas tester au même moment et faire le cours. Voilà la réalité. Donc je pense qu'il s'agit d'une résistance à la mise en œuvre de la décentralisation et d'une posture où les gens sont braqués sur leur passé. Vous savez, pendant longtemps, les autorités ont cru qu'ils étaient les patrons des maires. Vous avez vu aussi, lorsqu'on a installé M. Timevona comme président du conseil exécutif de la région du centre, le gouverneur a dit qu'il est le patron de la région. Il l'a dit. Lorsqu'on a installé le président de la région... Les vieilles habitudes dans la peau dure. Oui. Lorsqu'on a installé dans la Damawa,
Celui-là même allait plus loin en disant qu'il attendait du président de la région soumission. C'est-à-dire qu'ils confondent leurs habitudes, malheureusement, qui sont passées, à la loi actuelle. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il faut rappeler aux uns aux autres que la décentralisation est une donnée constitutionnelle qu'on ne discute pas. On ne légifère pas pour mettre en œuvre une loi. Parce que le préfet a oublié que lorsqu'il est saisi, parce que ce qui est réglé par la loi ne passe pas la délibération du conseil municipal. Le préfet a pris la note de service du maire comme délibération qui lui était soumise pour visa. Non. La loi a dit quelles sont les compétences du maire désormais. Et le maire ne légifère pas, il applique. Il applique. Malheureusement, le préfet n'a pas compris que lorsqu'il se rend compte qu'il n'est pas saisi pour visa, il a le tribunal pour annuler la note de service. Le préfet est le garant de la légalité, mais n'en est pas le juge. C'est pour ça qu'on a créé le tribunal administratif, pour juger la légalité des actes administratifs. Lorsqu'un acte vous échappe parce qu'il n'est pas soumis à votre visa, vous cessez le tribunal administratif pour l'annuler. Tout ça, ce n'est pas de l'ignorance. Et justement, ça rappelle quand même les intentions du maire de la commune de Ndjobé Pendja qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Il a dit si c'était lui, c'est le tribunal administratif qui allait séparer le préfet, lui, parce que rien à faire. Absolument. On porte tous les documents, on va là-bas et sûr. on trouve qui a raison et qui a tort. Maintenant, il faut également voir des rapports interpersonnels. Je ne suis pas sûr que si ça avait été un autre préfet, il aurait fait la même chose. Parce qu'en termes de galanterie administrative, même si le maire avait vraiment fait faux, il peut amicalement rencontrer, il peut échanger parler au téléphone et dire au maire et ça montre les batailles ouvertes entre ces personnalités. Le préfet aurait pu dire, même quand il n'est pas d'accord, parce que le préfet se cache derrière la cohésion sociale. Je ne sais pas quel est l'impact de la fermeture d'une maternelle pendant 7 jours pour faire le traitement anti-Covid et la cohésion sociale. Je ne vois pas. Mais ils ont également le principe de tout l'ordre public qui est une loi passe-partout. Il peut les évoquer, mais en l'évoquant, il peut appeler le maire. S'il trouve qu'il ne peut pas aller voir le maire, il peut l'appeler pour lui dire, monsieur le maire, moi je juge que l'impact de votre note de service, la décision là peut trouver l'autre public. Maintenant, mais rien n'est exclu dans ce sens. Peut-être qu'il y a eu des échanges en amont, mais peut-être ça n'a pas abouti. Il y a l'entêtement. Si déjà ça se passe comme ça au sein de la formation parti politique à laquelle appartient le maire et avec le préfet, si c'était une opposition à la place, ça allait être pire. Moi, j'ai dit quelque part que le mandat des conseillers régionaux, ça va être un laboratoire. Parce que le parti au pouvoir contrôle 9 régions sur les 10. Il contrôle plus de 300 mairies sur les 360. Ça veut dire qu'en fait, ils sont entre eux. En supposant que le total administratif est plus proche du pouvoir que de l'opposition. C'est vrai. Je ne dis pas... Puisqu'ils votent, ils peuvent appartenir des partis politiques, mais ils ne doivent pas en user dans le cadre de leurs fonctions. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que nous allons vivre une situation assez compliquée. Mais dans tous les cas, la loi est claire. Les compétences transférées le sont effectivement. Lorsque le préfet n'est pas d'accord, il saisit le tribunal administratif, mais il n'a pas à rapporter un document qui ne lui est pas soumis en visa. Parce que le visa du préfet, ce n'est pas le contrôle. Lorsque le maire agit, ce qui n'est pas soumis au visa du préfet n'en a rien à foutre. Lorsqu'un document... Est-ce qu'on peut parler d'une ingérence? C'est pire qu'une ingérence. Non, c'est pire que ça. J'ai l'impression que l'autorité ne cerne pas la décentralisation. La décentralisation n'est pas un simple modèle de développement, non. C'est une alternative que le président propose pour qu'on ne tombe pas dans les extrêmes. En 91, à la tripartite, il y avait bien la sécession sur la table, il y avait le fait sur la table. Le président propose de régionaliser de manière que le pouvoir se rapproche du peuple. Lorsque les gens combattent la décentralisation, qu'ils font des quatre frais pour que ça n'avance pas, lorsqu'ils font des coups bas au président, parce que c'est ça qui est la question, on se demande quelle est l'alternative. Le président a proposé la décentralisation. Puisqu'on veut la faire échouer, qu'est-ce qu'on propose? Parce que je rappelle que la décentralisation est partie du règlement de la crise anglophone également. Lorsque vous freinez, parce qu'en fait, si la décentralisation marchait chez nous... Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine volonté derrière de pouvoir ne pas voir ces décentralisations être effectives au Cameroun? Est-ce qu'on ne devait pas, dans le cadre de la loi, demander que l'État central n'ait plus véritablement une mainmise s'il n'y a pas une autosuffisance? Et puis, le regard du ministre de la décentralisation, on n'a pas ressenti dans ce malentendu, entre guillemets, appelons-le ainsi, entre le maire et le préfet. Non, peut-être que ça se passe à notre niveau, parce que le préfet dépend du ministère de l'administration territoriale, pendant que les maires ont comme tutelle le même ministère, effectivement, mais double tutelle également aujourd'hui avec le Mindevel. Je pense que les deux ministres se concertent certainement. Mais, il ne peut... Mais rappelez-vous qu'il y a eu le même problème au niveau ministériel. Le Mindevel a bien nommé à un moment donné les receveurs municipaux, et l'acte a été rapporté par le Minfi.
Exact. Une fois de plus, ils auraient pu parler au téléphone en disant que, monsieur le ministre, vous avez nommé des gens qui n'appartiennent pas à votre ministère et que vraiment essayez de rapporter ça vous-même pour que ça ne fasse pas tache d'huile. Mais ce qui s'est passé, c'est que le MINFI a rapporté l'acte de Mindeville. Donc, c'est ça que je vous disais. Les modèles, on reproduit les modèles qui sont devant nous. Le préfet, même si le maire s'est trompé, ce qui n'est pas le cas, mais si le maire s'était trompé, la galanterie administrative et républicaine permet qu'ils échangent parce que tous les deux sont au service du même pays. Ils échangent et lorsqu'il est au courant que c'est un problème de Covid, il peut dire au même, monsieur le maire, 7 jours c'est long, je vous en prie de faire ça en 2 ou 3 de manière que ça... Qu'on essaie quand même de réduire le timing. Mais rapporter l'acte d'un maire qui plus est une note de service vis-à-vis des collaborateurs, qui est adressé à ses collaborateurs qui sont en d'école, c'est monter ses collaborateurs contre le maire. Parce que lorsque votre tutelle... Et la note du préfet du département du Vori, M. Benjamin Boutou, est claire. Elle a d'ailleurs été diffusée sur les antennes de la télévision nationale en parlant de l'acte qui a été posé, que celui qui a posé cet acte n'a pas qualité et qu'il est incompétent. Non, c'est pas vrai, malheureusement. Est-ce qu'on va transporter sur le terrain des affaires qui ont trait à la Covid-19, qui reste d'actualité, des batailles politiciennes? Est-ce que derrière la volonté du préfet du département du Vori d'annuler la note de service prise par le maire de l'arrondissement de Douala-Premier, est-ce qu'il n'y a pas derrière des batailles anciennes? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de penser que vous avez la décentralisation, c'est vrai, mais rassurez-vous, l'État central a toujours la même mise et je peux vous sanctionner quand je veux? Comment arbitrer en ce moment? Non, arbitrer, c'est que lorsque quelqu'un n'a pas respecté la loi, qu'est-ce qu'on fait de lui? Moi, si j'étais Minat, je poserais des actes. Lorsqu'on va relever un peu, parce qu'il est allé s'ingérer une affaire qui ne le concerne pas, les gens vont comprendre. Mais ce qui va se passer, vous pouvez vous rendre compte demain que le préfet reste en poste. Et ça va faire tâche d'huile, malheureusement. C'est-à-dire, on va développer un contre-modèle qu'on va entendre, et les autres vont le faire. Maintenant, il faut des maires courageux pour s'entêter. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans vos prérogatives, agissez. Je dis, le préfet n'est pas le contrôleur des mairies. Mais dans le cas la tutelle, c'est que vous êtes saisi par un acte administratif où on demande votre visa. Vous ne visez pas et vous motivez le rejet. Mais vous ne pouvez pas... C'est comme si le maire avait écrit à ces gens... Si ça avait été vous à la place du maire de Douala-Premier, qu'auriez-vous fait? Moi, j'aurais appliqué ma note et sanctionné ceux qui n'obéissent pas. Parce que c'est une note de service. Le transfert des compétences relatives aux écoles maternelles et primaires est légal. C'est la loi qui le dit. Et du coup, si je suis le maire... Lorsque je donne un ordre à mes collaborateurs, qui sont les chefs d'établissement scolaire, primaire et maternel, qui n'agissent pas, je les sanctionne. Et je vois ce qui se passe après. Parce qu'on dit bien que le maire, la commune va recruter. Et qui recrute peut licencier également. Donc il ne faut pas qu'on se trompe, il faut que les gens se disent une chose. La décentralisation est actée par la Constitution. On ne légifère plus. On la met en œuvre. Maintenant, je peux comprendre que une loi qui a été adoptée et promulguée le 24 décembre 2019, le Covid est arrivé juste après. Je peux comprendre qu'on n'ait pas capacité tout le monde. Parce que nous qui sommes arrivés à la mairie en 2013, nous avons passé à l'ENAM 3 ou 4 jours de séminaire avec les autorités administratives, de manière que chacun sache quel est son rôle. De manière que lorsque vous ne comprenez pas, c'est un problème de compréhension. Mais lorsque vous agissez mal, c'est un problème d'opposition. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore que ils ont un combat qui est perdu d'avance parce que l'autorité administrative généralement veut prouver au président qu'il s'est trompé, de manière à changer de cap. Mais je leur pose la question. Il y a aujourd'hui 3 choses à faire. On décentralise véritablement, ou on va à la sécession, ou alors on va au fédéralisme. Lorsque les gens combattent la décentralisation, ils font la promotion de quoi? Voilà le problème. Le président dit d'accélérer le processus. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que ça a pris du retard. Parce qu'il faut rappeler que en 91, à la tripartite, on avait déjà parlé de la décentralisation. Elle a été constitutionnalisée en 96, 5 ans plus tard. Les premières lois, la première littérature réglementaire et légale apparaît en 2004. L'instrument de mise en œuvre en 2017 avec la création du ministère. Lorsque les gens, 25 ans plus tard, continuent à combattre un concept qui est devenu constitutionnel, que le président veut promouvoir pour régler les problèmes du Cameroun, ils combattent qui? Parce que j'ai l'impression qu'on a l'impression que les maires sont j'allais dire, du privé, pendant que les autres sont du public. Non, nous sommes tous au service du peuple camerounais. Il faut qu'on se rende compte que si chaque commune est développée, le territoire communal sera développé. Mais malheureusement, les gens ont tendance à croire qu'ils combattent les maires, alors que c'est la décentralisation qu'ils combattent. Lorsque vous condamnez un acte, et ça biaise une vision donnée par un homme
qui est le chef de l'État, c'est lui que vous combattez véritablement. Et merci, monsieur le maire. Je vais également profiter pour rendre public, alors lire cette communication relative à la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Elle sera célébrée le lundi 8 mars 2021 prochain. C'est une note signée de monsieur Samuel Vondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, qui se célèbre donc le 8 mars 2021, et en raison de la recrudescence de la propagation du virus Covid-19, le chef de l'État a instruit que la grande parade habituelle doit être annulée, soit annulée, voilà, sur toute l'étendue du territoire national. Vous voudrez bien en faire une large diffusion afin que les dispositions soient prises en temps opportun. Voilà, donc il n'y aura pas de parade, il n'y aura pas de défilé, il n'y aura pas de grande marche, hein, comme les femmes ont l'habitude de le faire tous les 8 mars. Malheureusement, cette fois-ci, vous êtes appelés à supporter, comme l'année dernière aussi. Donc il n'y aura pas de célébration. Ça a été clair, le chef de l'État a demandé de respecter les mesures barrières, de respecter la distanciation physique, de rester chez soi. Mais ça n'empêche qu'il y ait des regroupements, peut-être dans des espaces réservés, pour échanger autour de la question des droits de la femme, parce que même la thématique de cette année a droit au Covid-19. Monsieur le maire, je vais vous dire infiniment merci d'avoir échangé avec nous sur cette actualité. On aurait pu peut-être évoquer le Sénégal, où la crise s'enlise de plus en plus, avec un opposant, le principal opposant en prison, mis en prison ou alors rattrapé par le chef de l'État, Macky Sall, et puis les questions de Covid-19, les questions liées aux mœurs. Donc le pays, le Sénégal, pour l'instant, est dans des problèmes, dans de sales draps, comme on dit, mais on espère qu'il va s'en sortir à l'approche d'autres élections. En tout cas, le cas de la Côte d'Ivoire aussi, c'est des questions qu'on évoquera prochainement dans nos échanges autour de cette émission. Je voulais également dire merci. Malheureusement, nos deux invités sont arrivés un peu tard. Donc, Théophile Tatita, il est expert en communication, en stratégie également, homme de culture. Malheureusement, à la fin de l'émission, on ne peut pas la tenir. Peut-être faute aux embouteillages interminables dans la ville de Yaoundé. Ils n'ont pas pu rallier à temps ce studio de Cam10 Télévision. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est avec le même plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre émission de Médiacratie. Bonsoir et excellent week-end à toutes et à tous. Restez en compagnie de nos programmes.